Beer basket. Bienvenue chez Upset, bienvenue à la maison, vous en avez l'habitude maintenant. Dernière émission qui va toucher à l'Eurobasket. Ça y est, clap de fin sur cette compétition, sur cet Eurobasket 2022. Pour m'accompagner, il y a Damien. Salut Damien, comment ça va? Écoute, ça va. On a pris le temps de digérer un petit peu la fin de la compète. Il fallait au moins ça, il faut au moins quelques jours, pas se précipiter pour lancer des grandes dingueries. Euh, Accepter le fait que Rudy Fernandez avait fini par un très beau geste cette compétition. Et, et voilà, digérer. Mais ça va, content d'être là. C'est très bien. On va évidemment revenir sur cette défaite de l'équipe de France face à nos meilleurs ennemis, hein, on va dire ça comme ça. L'Espagne, un match en finale qui s'est soldé par une victoire 88-76 de l'Espagne, avec un score qui est peut-être plutôt gentil par rapport à la physionomie du match. On y reviendra. Euh, on va faire voilà, une petite émission avec pas mal de points quand même à aborder pour rentrer un peu plus dans le détail au-delà de cette finale. Mais tout d'abord, on va rendre d'abord hommage à la joueuse qui est derrière toi, forcément. Oh, le jour où on enregistre, début de la Coupe du Monde féminine, voilà, qui s'est soldée par une belle victoire de la France face à l'Australie avec une grande Gabby Williams. Ça devient de plus en plus une chouchou, forcément. Donc voilà, il fallait qu'on passe un petit clin d'œil au basket féminin qui commençait sa Coupe du Monde aujourd'hui. Voilà, avec plein de petits matchs très sympas, des bons petits résultats. Allez suivre la compétition. Et forcément, qui dit basket féminin et début de la Coupe du Monde, il y a une pensée aussi pour Brittney Griner. Voilà, on n'arrête pas C'est clair. de le dire, qui aurait dû être en Australie, mais qui malheureusement en est à son huitième mois, je crois, 220 jours, je crois, à peu de choses près. voilà, de détention en Russie. Donc on ne pouvait pas commencer ce débrief de l'Eurobasket sans une pensée pour Brittney Griner à l'heure où la Coupe du Monde de basket féminin débute. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on commence, Damien? Non, 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 que les femmes vont encore sauver l'humanité. Euh, Maintenant, c'est dans le sport. Et c'est beau. Ça fait plaisir de savoir que voilà, les filles sont là aussi derrière et qu'elles vont représenter dignement la France, avec peut-être un petit peu plus de réussite. On leur souhaite et on les suivra bien évidemment. Euh, on rentre dans le vif du sujet. On va échanger sur plein de petits points autour de cette finale et autour de la fin de cet Eurobasket. Mais tout d'abord, ton sentiment. Voilà, après la défaite contre l'Espagne, comme tu l'as dit, on a un peu plus de recul. On voulait pas réagir à chaud parce que sinon, je pense qu'on aurait eu des réactions qui dépassaient nos pensées. Mais voilà, avec quelques jours de réflexion, quel est ton sentiment après cette défaite de l'équipe de France? Je suis bizarrement pas fâché contre l'équipe de France euh, parce que au final, alors on n'aime pas dire qu'on joue pour la deuxième place, on en a pas mal parlé en off, mais au final, au regard de la gueule qu'a pris la préparation, l'attaque de la compétition, euh, deuxième, c'est bien. Deuxième, c'est bien, vu les énormes morceaux qu'il y a dans la compète, vu le niveau de la compète. C'est même quasi inespéré au final quand on regarde le déroulement des phases de poule comme des tours éliminatoires. Je suis pas fâché non plus parce que contre l'équipe en elle-même, parce que on a vu de nouvelles têtes se montrer un peu plus que d'habitude, notamment Terry Tarpey. Et c'est dans ce marasme une belle surprise. Je suis fâché contre l'état d'esprit euh, qui a été. Alors, on a vu des sauts d'orgueil, on a vu des joueurs qui ont essayé, qui ont forcé. Après, voilà, il a réussi ou pas. Mais l'attitude n'était pas positive. L'attitude n'était pas de réussir quelque chose contre l'Espagne. J'ai senti cette équipe un peu désunie euh, au-delà au-delà du problème du meneur de jeu. On n'avait pas de meneur d'équipe, que ce soit le coach
Evan Fournier, à qui on avait donné beaucoup de responsabilités sur ce tournoi, avec l'absence de De Colo, entre autres. Et je suis un peu déçu de la compète de Fournier. Au final, c'est beaucoup de responsabilités pour lui uniquement. Rudy aura pas forcément terminé correctement cette compète. Pourquoi est-ce que c'est que lui? On verra, on pourra en discuter. Mais je suis pas fâché. Je suis pas fâché. Je suis pas fâché contre l'équipe de France. Je suis déçu de certains, du potentiel qu'on avait. Et maintenant, voilà, content finalement de cette deuxième place. Et juste bravo à l'Espagne. Juste bravo à l'Espagne. Et hormis le coup de chaud de Bocuse, le match est pas si tendu que ça. Le match est pas si euh, déséquilibré. Il y a un déséquilibre tactique, mais au final, la France a tenu. L'Espagne a maîtrisé, mais sans cet écart creusé par Bocuse, on n'est pas si mal que ça. C'est absolument brouillon. C'est pas du beau basket. Peut-être que ça aurait pu avoir une issue un peu plus, comment on va dire. Joyeuse, heureuse. Non, ouais, mais en tout cas, un match plus serré. Ouais. Un match un peu plus serré. Bon, toi, t'en penses quoi, Romain? Mais en fait, au début, j'étais assez frustré, mais avec la réflexion, en fait, je me suis dit, on a été frustré depuis le day one, en fait. On a été frustré parce que tu l'as dit, on avait du potentiel, on n'a pas réussi à l'exploiter. Euh, et c'est vrai, je te rejoins sur un point, c'est que bah, je pense qu'on a fait le mieux qu'on pouvait faire. C'était même inespéré quand on voit le match contre la Turquie, euh, quand on voit le match contre l'Italie. euh, on se dit on arrive en finale par des miracles et on est à un coup de chaud d'un Hernan Gomez prêt d'être dans la course pour le titre, en fait. C'est clair? Et, et oui, avec les quelques jours qu'on a, oui, ça fait relativiser, ça donne envie de dire que l'avenir sera un peu plus radieux, on pourra en parler tout à l'heure, euh, mais il y a ce sentiment de on est toujours le paillasson de l'Espagne. Moi, Yes. je suis pas dans le truc de les détester parce qu'ils nous battent et que voilà, faut les détester. Ça m'est passé, mais j'ai l'impression que ce match reflète l'écart qu'il y a vraiment entre nos deux nations. Euh, on a vu nos cadres échouer, on va dire. Euh, mais là aussi, je suis d'accord avec toi. Encore plus que nos cadres, c'est un groupe qui ne s'est jamais vraiment trouvé, qui n'a jamais trouvé de valeur collective. Et en face, eh ben ouais, il n'y a pas des énormes stars NBA, il n'y a pas de All-Star NBA, il n'y a pas de mecs qui un jour viseront le Hall of Fame NBA, voire même des mecs qui gagneront peut-être jamais de titre NBA ou qui ne verront jamais la queue d'une finale ou de playoff. Il y a beaucoup de joueurs Eurocup, Euroleague. Ben ouais, mais c'est ces mecs-là qui, eux, quand ils envoient le hashtag La Familia, ils le pensent sincèrement et ils le cultivent. Et on a pris une leçon, une vraie leçon de vie de groupe, de collectif, de mordant, d'âme, voilà. Parce que eux sont allés chercher ce supplément d'âme pour nous mettre une rouste. Euh, et tu vois, tout à l'heure, quand je préparais un petit peu l'émission, je prenais des notes, je prenais des stats, et je vois quoi? Je vois que, bon, bah, tout le monde l'a vu à l'écran, hein, mais Juancho Hernan Gomez fait 27 points, 30 dévals. Jaime Fernandez fait 13 points, 16 dévals. Ces deux mecs, tu donnes leur nom en début d'Eurobasket en leur disant qu'ils vont briller, tout le monde se foutrait de ta gueule. Ils ont fait leur meilleur match en finale contre la France. On s'est fait botter le cul par par des seconds couteaux. Ça prouve la richesse qu'avait ce groupe. Et du coup, bah, c'est ça que je retiendrai, je pense, après quelques jours. C'est on a fait de notre mieux, on y est arrivé par miracle. Mais il y a tellement encore à faire. Il y a vraiment tellement de choses encore à faire. Voilà, donc c'est Et- frustrant pour moi. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y avait mieux à le faire? Je vais affiner la question. T'as,
poste pour poste, des équivalences d'un côté et de l'autre. Alors, on était un peu léger en meneur, mais on a des joueurs défensifs, on a des joueurs, on a de la taille, on a pas beaucoup de shooters, mais disons que en termes de potentiel ou niveau plancher, ça se vaut largement. Est-ce qu'on a vraiment tout fait en termes de gestion de ce groupe-là? Est-ce que la limite de l'équipe de France, elle est pas liée pas juste aux individualités, mais peut-être à la façon dont on s'occupe, on met en place ces individualités dans le collectif. Parce qu'au final, tu as l'impression avec Scariolo que sur ce match-là, il peut prendre n'importe quel joueur de son banc Ça et tous les fonctionnera. role players, on regarde, ils ont tous step up à un moment, ils ont tous su adapter. Lui a su adapter ses systèmes pour les mettre en valeur, dropper ou pas, passer au-dessus, les edge et compagnie. Euh, ça a été sans arrêt une remise en question, lui, du groupe qu'il avait sur le terrain et comment faire face aux quelques mouvements de coller. Est-ce que pour toi, on a vraiment fait le maximum au regard de l'effectif qu'on avait? Non, parce que je pense que de plus en plus, alors après, on rentrerait dans des débats qui pourraient durer des heures, il faudrait, Hmm. ça serait des débats de fond, mais je pense on a la maladie des égaux. C'est-à-dire que désormais, quand tu as une hiérarchie qui se dessine, si tu as un CV NBA comme peuvent l'avoir certains, j'ai l'impression qu'on peut pas les remettre en question. Euh, et que si on les met sur le banc dès le départ, ou si par exemple dans le match on voit qu'ils sont pas efficaces et qu'on les met sur le banc, j'ai l'impression que ce sera pas accepté. Et que d'une par les gens, les fans, et de deux par les joueurs eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on n'a pas ce truc-là. Après, je connais pas les garçons, voilà, on les connaît pas. Peut-être que ce qu'on est en train de dire, c'est archi faux, mais j'ai la sensation que oui, Vincent Collet respecte trop cette hiérarchie de bah ouais, nos leaders sont des cadres NBA, du coup, bah, je peux pas leur faire l'affront de mettre Mustapha Fall, qui est un simple joueur Euroleague, tu vois. Alors qu'on l'a vu, l'association Poirier-Fall, à des moments, était beaucoup plus efficace qu'un Rudy Gobert. Euh, Il y a des moments où on avait Albisi, Tarpé, TLC, même si TLC a eu beaucoup de mal sur la compétition, mais ben, parfois ça marchait, ça nous ramenait dans le match, ça impacté par l'énergie, par l'envie. Parce que des fois, ben oui, oui, je suis désolé, mais Evan Fournier s'est enfermé dans un basket qui ne lui correspondait pas. On a voulu mettre Rudy Gobert dans un basket qui ne lui correspond pas non Ben, plus. Et oui, oui, Collet a eu la maladresse de ne pas faire comme Scariolo, c'est-à-dire de s'adapter déjà d'une à l'effectif qu'il avait et de deux aux adversaires qu'il avait. Euh, et du coup, bah oui, oui, mais je pense que c'est aussi pour éviter de froisser les égaux. On a vu Gobert essayer de boomer Hurtel, alors je sais plus si c'était en début de prépa ou en début de compétition, je me rappelle plus du match, mais on a vu ces signaux. On a vu que les mecs étaient gonflés d'ego, et puis on pourra me dire que c'est des compétiteurs, que les mecs veulent tout gagner, machin. Ouais, un peu d'humilité aussi. Je crois que Jaime Fernandez ou je sais plus pas lequel d'Espagne aussi, il avait envie de gagner et machin, mais si on lui dit j'ai besoin de toi 5 minutes et que si t'es mauvais, tu resteras sur le banc, ben, lui, il l'accepte. Nous, j'ai l'impression qu'on l'accepte un peu moins et que si Collet. Enfin, de toute façon, je vais te dire un truc et je vais être très franc. Collet, qui s'adapte ou pas, qui fasse ses choix ou pas, de toute façon, il sera critiqué. Donc au moins c'est clair. Il gagne, il se fait critiquer. Il gagne pas, il se fait critiquer. Donc de toute façon, lui, il est condamné. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on peut lui reprocher un petit peu ça. Et peut-être que les joueurs, bah, ils ont manqué un peu d'humilité. ouais, c'est ça au final. Franchement, collé en off et moi sur mon canapé en matant le match, je l'ai pourri. Je l'ai vraiment pourri. Mais maintenant, je suis là. Et depuis la génération Parker, Boris et Batum, c'est des gars au-delà de l'étiquette NBA, c'est des mecs qui ont un charisme incroyable, qui ont une présence dans un collectif qui est monstrueux. Là. Boris Jou est encore là. Tony Parker, c'est de la réussite extra basket. Batum continue une carrière qui est plus connaître en outre-Atlantique.
Et au final, je me dis, est-ce qu'il a vraiment jamais eu les clés pour bencher Fournier et, 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 et que même s'il fait la tronche, bah, tu le remets pas 2 minutes après pour le principe de le remettre parce que c'est le cadre de l'équipe. Est-ce qu'il a vraiment eu les clés, un de ces quatre? Mais pour aller ensuite vite sur les autres sujets, est-ce que c'est pas juste français? Quand tu vois le bordel que c'est en ce moment la Fédé de foot, les histoires avec de photos, de machins, de droit à l'image, Bien et sûr. ça de fratrie, là, les Pogba et compagnie, t'as Même les l'impression, affaires dans le foot féminin, hein. ah bah oui, foot, basket féminin, il y a, ça, on a l'air quand même ouais, de se compliquer la tâche, en fait. Et je pense de donner trop d'importance et trop de clés aux joueurs. Alors après, on n'est pas dans les systèmes dans les autres pays, on ne sait pas, peut-être que ça fonctionne pareil, on voit que la Serbie, ils ont des problèmes aussi. Mais oui, c'est vrai qu'en France, on a ce problème-là. À partir du moment où ce sont des stars et que tu arrives dans le haut du panier, là, j'ai l'impression qu'au niveau des gestions, c'est un peu compliqué. Et pour revenir sur les leaders, tu as parlé de Parker, etc. euh, Tout le monde à la mi-temps a ressorti l'extrait de Tony Parker du discours. Et finalement, quand on regarde tous cet extrait, l'histoire du charisme, on se dit putain, quel discours. Quel bonhomme, le mec a posé ses couilles. Et en plus, dans l'extrait, si tout, enfin, tout le monde le connaît par cœur, mais euh, le mec ose dire oubliez-moi, oubliez-moi. À l'inverse, tu prends un discours qui est disponible dans les All Access de la FFBB, tu prends un discours d'Evan Fournier qui prend la parole devant le groupe pour se dire on se bouge le cul, et bien quelles ont été les réactions? Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Le fameux wesh qui est sorti dans ce discours, bah, il a fait rire. Et du coup, bah, t'as Tony Parker d'un côté qui est pris au sérieux et t'as Evan Fournier qui limite passe pour un gentil garçon, tu vois. Donc c'est là où, ouais, peut-être que cette équipe manquait un peu de ce qu'il y a entre les jambes, quoi. Tu vois, il y avait du cerveau, il y avait probablement du cœur chez certains, mais il manquait peut-être un peu de couilles aussi chez d'autres. Et au final, est-ce qu'on n'aurait pas, alors, sans dire qu'il fallait se passer de Rudy Gobert parce que c'est compliqué, mais est-ce qu'au final, tu prends, quand tu fais tous les tournois qualificatifs, tous les événements internationaux, européens ou mondiaux, les groupes qui vont faire les qualifs, après, sur les premiers tours de qualif, t'as un groupe France, t'as un second groupe France sur la première phase, et ensuite, quand les mecs veulent bien se libérer, t'as un dernier groupe qui est les Gobert, Fournier, tous les NBAers qui sont rajoutés. Au final, quand tu regardes la tête de l'Espagne, il est venu avec 3 caramels et 2 sucettes. Et les plus gros noms, c'est le mec à 37 ans. Tu te dis, punaise, est-ce que je ferais pas mieux? Les mecs, vous jouez à NBA? Ok. Vous voulez saigner le maillot de l'équipe de France? Ok. Vous voulez jouer? Libérez-vous. Enfin, il y a un moment, c'est vous les joueurs. Vous voulez jouer pour l'équipe de France? Vous venez. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. On vous met pas à la porte. Mais il y a des mecs qui s'arrachent le cul chaque week-end, chaque semaine dans leur championnat en Europe. Et les mecs, quand on voit la réussite de Tarpey, quand on a vu avant qu'il soit coupé, l'attitude qu'il avait sur le terrain de Cordinier, d'Alizé Cordinier, qui était à se jeter à du Dennis Rodman sur chacun des ballons à 4 mètres dans les tribunes ou au sol. Est-ce qu'on n'aurait pas été plus dans l'esprit justement des Espagnols ou même des Polonais quand ils vont taper la Serbie? Je sais pas. Je me pose vraiment la question du problème. Alors, ça, c'est un autre débat encore sur les fenêtres, mais Oui, mais ça je mérite sais pas. d'être posé parce que du coup, si tu prends Cordigné, comme tu dis, il sort d'une saison cool, en plus coaché par Scariolo. Il arrive pleine bourre. Alors, il n'a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer pendant la prépa, mais il a amené un truc. Tout le monde l'a vu. Et finalement, ben, Collet, en gros, préfère garder donc un TLC qui, ben, finalement, lui, galère un petit peu dans sa carrière. Jamais vraiment pleinement là en NBA, mais veut pas vraiment revenir. Euh, Et au final, respect parce que le mec bah, a un peu le CV NBA, mais aussi était là au JO. Donc, eh ben, on va faire encore avec lui.
Et finalement, oui, on a l'impression qu'il prend peut-être pas les mecs les plus en forme sur le moment, les plus avec, enfin, avec le plus de mordants et qui vont s'inscrire le plus dans un collectif. Et finalement, tu vois, à un moment, je l'avais dit entre nous, mais on manquait de shooter et tu te dis, mais putain, mais pourquoi tu prends pas juste un spécialiste? Pourquoi tu prends pas Nicolas Lang? Pourquoi tu, J'allais te le dire. les Espagnols ou même il y a d'autres équipes, ils sont pas. Est-ce qu'ils se sont vraiment posé la question à se dire oui, mais lui, il fait que ça? Mais non, il y avait des mecs, désolé, hein, mais Tuncer avec la Turquie, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on lui donnait des systèmes, on le faisait ressortir à 3 points, il nous a mis la sauce. Ben, pourquoi on n'a pas fait pareil? Pourquoi on s'est pas mis des spécialistes aussi à des postes qui, ben oui, ok, pardon, il ne joue qu'à Limoges en championnat de France, mais il aurait peut-être pu amener un petit peu plus que certains, tu vois. Et enfin voilà, Malédon, c'est bien, mais ok. Mais on n'aurait pas pu prendre quelqu'un avec un CV moindre, mais avec un apport plus important ou un spécialiste de quelque chose. Là, on l'a pris. Ok, il est venu voir. Super, c'est cool. Ouais. Il a essayé d'amener que pour lui. Voilà, sur toute la prépa, il avait une attitude bizarre. Enfin, on pouvait pas faire mieux, vraiment. Non, puis tu regardes au final, secteur intérieur, tu retires Gobert, il nous reste Fall, Poirier. L'entente a été mortelle avec Guerchon sur la finale notamment, c'est une des petites satisfactions qu'on a pu avoir. T'as Jaté derrière qui a sauté, mais pareil, Virtus, il connaît Scariolo, et il est MVP Eurocup. Tu vas pas me dire que derrière, on peut pas aller choper un meneur, un ball handler de qualité, qui, peut-être pas au niveau d'un club Euroleague, mais avec qui tu mets des Guerchon Yabusele, des Poiriers, des mecs qui ont du tarpé, qui du coup élèvent son niveau de jeu, le mec qui va se mettre au diapason, c'est sûr. C'est sûr. T'as forcément, même en championnat de France, ou dans les championnats européens, t'as forcément un Français qui aurait mérité au moins autant que Fournier sur la compète, au moins autant que ceux que lui. Mais tu vois, je vais reprendre ton exemple de Gobert. Gobert, je suis même pas en train de me dire il faut l'écarter, il fallait pas le prendre. Hmm, parce que lui, c'était une mauvaise utilisation. Vraiment, je suis convaincu que Mhm. on lui a demandé de jouer poste bas, d'être un leader offensif. Et Gobert, c'est pas ça en fait. On s'en fout. On s'en fout. Moi, je lui demande pas parce que c'est un leader de venir essayer de nous faire du all one. Je m'en fous. Fais-moi juste un bon écran, ouvre-toi, crée des aides. On va chercher les mecs ailleurs, ou alors on va te trouver parce que les aides se font pas et que. Mais arrêtez de lui donner la balle et d'attendre que d'un coup il joue poste bas euh, à faire ses petits moves qui au final l'ont desservi parce que le mec a perdu un nombre de balles incalculable, euh, passe pour un pitre et au final les gens vont retenir que ça. Eh oui, ben c'est pas grave, t'as besoin de marquer des points, mais quelqu'un d'autre, laisse Poirier, laisse Fall, ils le font très bien. Fall, il a un mouvement, mais il le fait bien, et ça fait du mal. C'est clair. Mais Gobert, eh ben, tu le missionnes en défense ou sur de la création. C'est pas un intérieur passeur. Arrête de lui donner la balle en espérant que le mec trouve une solution. Arrête de croire qu'il va te mettre 20 points en se prenant pour un cador. Non, non. Il va le mettre parce qu'il va faire des stops défensifs, Voilà. parce qu'il va être dissuasif, qu'il va forcer les shoots adverses avec des trajectoires cheloues. Et derrière, la France va marquer. Mais il est impactant offensivement dans un collectif, pas tout seul. Pas Oui, tout seul. et on s'est complètement perdu. On s'est trompé dans son utilisation. Il Ah, mais avait à le grave faire sa switcher place. sans arrêt, à le laisser au périmètre, au lieu de le faire dropper direct et de le laisser dans la raquette, ça a été compliqué. Est-ce que sur tout le tournoi, on a joué 9 matchs? Est-ce que sur tout le tournoi, on arrive à trouver, allez, 3 actions, 4 actions, 5 actions, où le mec pique, s'ouvre et on le trouve sur la descente? Ouais, 3 max. J'allais dire 3 Ouais, max. Doit y avoir un ou deux allées ou pas avec Hurtel. bah, il y en a un où il Ouais, écrase, c'était pas un des Allemands qui l'écrase, ou je sais plus lequel qui l'écrase, ou Doncic, non, c'était pas les Slovènes, je sais Doncic. plus. Ouais, C'est c'est ça. Doncic. Voilà.
Bah oui, mais t'as vu, on galère à trouver un exemple d'une phase où Rudy Gobert est utilisé comme il faut. C'est fou, c'est juste fou. Là, lui, c'est juste la mauvaise utilisation de nos cadres. Qu'est-ce que Fournier fait à tripoter la balle pendant 70 ans, prendre des écrans, et au final, s'il n'arrive pas à créer pour lui et shooter pour lui, ben, il saute et il se retrouve dans la merde parce que les mecs ont dit, bah oui, mais on t'a bloqué, mais on a bloqué les autres, et du coup, bah, tu fais la passe à qui? Voilà. C'est les mauvaises utilisations. Fournier, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de le trouver sur des backdoors, sur des kicks dans le corner, sur des choses comme ça? Voilà. Mais on a joué n'importe comment. On a joué n'importe comment. C'est pas des. C'est là où ce qu'on disait, c'est qu'on ne s'est pas adapté aux joueurs qu'on avait. On C'est a ça. essayé de forcer le destin en leur disant vous êtes les cadres, vous vous démerdez, mais vous devez nous porter. Ben, ça n'a pas marché. Et Gobert, c'est pour ça qu'il passe pour un con, alors que gros respect, hein. Rudy Gobert, gros respect, il y a rien à dire. Mais là, sur le coup, ben, ça gâche tout. Et Fournier, c'est un peu pareil. Et ajouter à ça ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette espèce de petit manque de charisme qui fait que les mecs ben, ont pas su porter leur coéquipier. Ben voilà, ben, désolé hein, pour les fans de NBA, mais les meilleurs joueurs de l'équipe de France, eh ben, c'en est un qui joue au Mans, le Mans Sarthe Basket, voilà, coin de la France, en championnat qui ne jouera même pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Et il y a Bouzélé, joueur du Real Madrid, Euroleague. Désolé. Voilà. Ça a été nos deux meilleurs joueurs. Voilà. Et sur la compétition, eh bien, il y en a beaucoup des comme ça. On parlera probablement de Mateusz Ponitka, joueur qui avait signé au Reggio Emilia, voilà, et qui va signer au Panathinaikos. Donc je suis C'est désolé, clair. je m'excuse auprès de la fanbase NBA, mais ça n'est plus un critère pour définir si tu es un bon joueur ou non. On l'a vu sur la compétition. Giannis s'est planté, Doncic s'est planté, Jokic s'est planté, et il y a des mecs qui ont brillé. Ils ont brillé individuellement. Ils ont brillé individuellement. Individuellement. Ce qui correspond à la ligue dans laquelle ils sont. Collectivement, ils se sont plantés. Ils se sont plantés. Voilà. Et bien, nos cadres NBA se sont plantés. Et ceux C'est qui clair. ont brillé sont des joueurs Euroleague ou de championnat domestique. Voilà, c'est comme ça. Aller parler de Balcerowski en début de compétition à des gens qui découvraient l'Eurobasket et ben, c'était passé pour un con. Il a martyrisé du monde. Voilà. Quand Tounser a pris feu, va pas chercher, il est pas NBA. Voilà. Vezenkov, il est pas Spissou, NBA. Spitsou, il est pas NBA. Fontecchio, il va en NBA. Peut-être que des gens vont le découvrir là dans une trentaine de jours quand ça va reprendre. Ils vont dire c'est une merde monumentale parce qu'il n'arrivera pas à mettre 30 points à LeBron James. Il nous a martyrisés et il a fait du c'est clair. mal. Voilà, c'est tout. Il y en a peut-être qu'un seul qui, sur la compète, et pourtant il passe pour, il est mal exploité en NBA, c'est Mark Cannon. Mark Cannon, et je trouve Parce que que lui, il est Schroeder parti, lui, il est s'en est parti bien avec, sorti. ouais, mais Mark Cannon, il part avec deux boulangers, un peintre, un prof des écoles et le facteur. Sans, j'exagère, Oui, c'est oui, pour mais appuyer l'image, mais, et il a tenu, il fait quoi? Il fait 35 points sur la compète de moyenne, je crois. ouais. Il a été monstrueux. Attends, je vais trouver ça, mais Et vas-y, à tel point continue. que j'ai écouté un peu les podcasts, parce que les Ricains ont quand même parlé pas mal de la compète. Est-ce que c'est parce que c'est parti en sucette pour Giannis et compagnie? Mais ils sont en train de se dire, mais le petit Markkanen, si on le mettait dans un collectif, sans lui donner autant de responsabilités offensivement, ou en tout cas la création comme il a eu en Finlande, mais est-ce que Markkanen ne vaut pas plus que ça en fait? Bah ouais les gars, Mais oui, bah ouais les gars. mais bien sûr que ces joueurs valent mieux que ce que des fois ils laissent penser en NBA. Et ça me fait rire, moi, les mecs qui disent ah, le mec, il met pas 20 points de moyenne en NBA, il ressemble à rien, c'est un naze. Et d'un coup, ils découvrent en compétition internationale. Voilà. Et là, ils font oh, waouh, mais il sait jouer, lui. Oh là là. Moi, le pire, c'est la réaction. Oh là là, mais Bocrou, c'est pas qu'un mec de film. Bah non. Non, non, il sait foutre un putain de ballon dans un panier. Eh oui, s'il en est là, c'est pas pour rien. Et il nous a martyrisé encore une fois. On a évoqué un petit peu donc notre sentiment autour de cette défaite. On a plus ou moins abordé les raisons de cet échec. Euh, il faut quand même ajouter, après tout ce qu'on a dit, les balles perdues, qui a été, je pense,
notre bête noire. Je l'ai noté, on perd encore 19 ballons sur la finale pour 20 passes, donc ça fait pas beaucoup au niveau du ratio. On perd surtout 15,8 ballons par match sur toute la compétition, soit 142 en 9 matchs. On est malheureusement De premier loin. de ce classement. Voilà, donc toi, qu'est-ce que tu en retiens de toutes ces balles perdues? Enfin, je sais pas enfin, elle est bête ma question, Est-ce- parce qu'on en retient que du Mais non. négatif, mais Est-ce que c'est pas représentatif de ce que tu disais tout à l'heure sur l'échec d'un collectif qui s'est jamais trouvé? C'est un peu facile comme raccourci, mais ouais, sur des joueurs qui sont pas utilisés comme il faudrait, pas positionnés comme il faudrait. On en remet une couche sur Fournier, mais systématiquement, quand il a su se mettre en mouvement, pas prendre la responsabilité de la phase offensive, systématiquement, ça a amené quelque chose de positif. Peut-être pas un panier de lui, mais en tout cas, il y a eu des sections positives, des passes, ça jouait intérieur, ça ressortait, ça fixait, du basket classique, très collé, mais ça marchait en fait. Sauf que dès que lui, là, alors lui, je sais pas, il faudrait voir la répartition après des balles perdues, mais on a eu Hurtel sur la première partie du tournoi qui a été assez gourmand au niveau des pertes de balles, Fournier aussi, mais c'est global à toute l'équipe. C'est global à toute l'équipe. Il y a eu un paquet de mésententes. C'est pas juste une passe qui est un peu forcée parce que le pressing est haut, parce que c'est agressif en défense et que tu essayes malgré tout par une passe un peu osée de faire le décalage. Non, non, c'est juste des vraies balles perdues de merde de minime des de balles dans les championnat tribunes. départemental. Ouais, des balles dans les tribunes. C'est. Mais est-ce que c'est aussi représentatif de la pression? Parce que Fournier, on l'a mis dès le départ de notre 5 majeur, parce qu'on attendait tellement de lui. Il avait les clés du camion, on attendait beaucoup de lui. Est-ce que du coup, voyant en plus que ça rentre pas sur les premiers tirs, que faut aller chercher dur pour aller avoir un lay-up un peu ouvert, est-ce que lui s'est pas mis une pression de ouf? Est-ce que Hurtel était pas déjà en train de ruminer le fait qu'il mettait une carotte à la Fédé et que c'était peut-être ses derniers moments en équipe de France, donc, je sais pas. Alors après, lui, mais à culpa sur les deux derniers matchs, heureusement qu'il est là. Euh, disons qu'il en a perdu. Enfin, en plus, je suis sûr qu'en regardant les stats, il en perd beaucoup moins sur les deux derniers games. Il a quelques paniers importants en fin de match. En tout cas, quand il s'agit de... alors, je dis les deux derniers matchs, mais je compte pas la Pologne, parce que c'était pas un match. Euh, ouais, ça a été une immense farce collective. Alors, Scariolo on a mis une belle couche aussi en mettant des systèmes qui ont mis à mal toutes les offensives françaises. Et donc, il est aussi responsable d'une énorme partie de tout ça. Mais le pire, c'est qu'en plus, on perd des balles, mais quand on en récupère, on n'est pas forcément capable de les exploiter aussi. En face, je voyais la stat passer tout à l'heure, là. Je sais plus, ils ont marqué les Espagnols, je crois, 39 ou 40 points à l'issue des pertes de balles de l'équipe de France. Donc, ils sont quasiment à 2 points par interception. Et nous, en France, on est à 0,8 ou 0,7 points par interception. C'est-à-dire que, je sais pas, sur les 7 que l'Espagne, 7 ou 8 ou 9 que l'Espagne a perdu, on a dû marquer 6 points, quoi. Alors, la stat sur la finale, c'est 35 points de l'Espagne venant des balles perdues contre 7 à l'équipe de France. Voilà. Et Et les 7 qui ont avec, été marqués, c'est par Tarpé. globalement, avec aussi 47 points venant du banc contre 29 pour l'équipe de France. L'équipe de France a mené 1 minute 10 sur toute la rencontre. Écart le plus important pour l'équipe de France, 1 point. Et 21 pour l'équipe d'Espagne. Voilà. Pour être assez complet. Il y a eu un changement de leader et puis bah, du coup après, on a pris le bouillon. Donc bon, Beaucoup. effectivement, Beau Cruz. Est-ce qu'on est-ce qu'on parlerait pas de cette équipe d'Espagne? Justement, on l'a un peu abordé. Ah, il faut. Elle nous a donné une leçon de basket. Je l'ai dit en off pendant la finale, on avait
On va lui faire un coucou. On avait Romu qui s'agaçait de voir l'Espagne aussi Elle était forte. fâchée. Il était fâché tout rouge. Euh, et finalement, ma réponse a été simple. Ben, moi, je me suis assis, j'ai ouvert grand les yeux et puis j'ai apprécié en tant que fan de basket. Je pouvais pas essayer de rager de quoi que ce soit. Ils ont été magnifiques. Ils ont un joueur qui a littéralement brillé par son adresse, par son audace. Et ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? On va pas leur taper dessus juste pour leur taper dessus parce que c'est l'Espagne. À un moment donné, il faut reconnaître le talent de cette équipe que personne globalement ne voyait championne d'Europe. On avait à peine évoqué le fait qu'il serait 3-4 dans nos previews, avec le petit bémol d'avoir dit attention, c'est l'Espagne de Scariolo. Mais ça voulait rien dire en mode ils seront champions. Et finalement, ils le font avec beaucoup de classe, beaucoup de talent. On va d'abord aborder les joueurs, parce qu'après, il va falloir qu'on parle de Monsieur Scariolo. Euh, il y a eu Bo Cruz, il y a eu du Lorenzo Brown, il y a eu du Willy Hernan Gomez, il y a eu beaucoup de monde. De toute façon, ils ont plus ou moins tous brillé. Il y a eu du Rudy Fernandez, il y a eu du Jaime Fernandez. Toi, qu'est-ce Diaz. que du Diaz qui a eu ses Parce highlights qu'on on parle des joueurs coupés que j'annonçais pour l'équipe de France et qui, au final, servent de sparring en prépa. Diaz, il était coupé sur les JO et il hum, revient. Mais plus Vas-y, que ça, je crois qu'il revient au dernier moment avant l'Euro. c'est ça? C'est ça? Il revient au dernier moment sur une Ah, sur blessure Lioul? de. Et oui, c'est ça. Il me semble que c'est sur Lyoul où il revient. Il revient dans la discussion. Je suis même sûr que l'Espagne est déjà en poste pour débuter l'Euro et lui arrive au dernier moment. Et finalement, il devient le stopper du tournoi, le cauchemar de ses adversaires, vraiment. Voilà. On a vu des joueurs briller sous Scariolo, forcément. Mais lequel tu vas retenir, toi? Hmm. Ou lesquels, hein, t'as le droit de. Il y a forcément Lorenzo Brown, mais ça serait trop facile parce qu'on le connaît. Il fait partie de la team des chouchous d'X Kazan de l'Euroleague la saison passée. Euh, et il y en a un autre qui a fait pas mal les débats là, à écouter à droite à gauche les podcasts internationaux. Garouba, Qui était même pas, pas censé jouer l'Eurobasket c'est aussi. ça. Pas que. Alors, tu regardes les stats, c'est mort. Tu verras pas. Il est, il est transparent. Il a quelques points sur certaines stats, mais Quasiment 5 points, c'est de se, 5 rebonds, 2,6 passes. Voilà. ouais, les gars à Houston se disent, mais pourquoi il est parti là-bas, lui? Vous auriez pu prendre n'importe quel Espagnol à la place. Mais au final, encore une fois, mis dans un collectif, il a su, sur le petit temps de jeu qu'il a pu avoir, vraiment se montrer. Et il a des sacrés stops défensifs, justement, au moment où la France a recollé, pour reprendre un petit peu l'écart, parce qu'Hernan Gomez, il n'est pas aussi dominant que le match précédent, c'était contre l'Allemagne. Il y a il a eu à son niveau, il a élevé son niveau de jeu, il a eu de bons stops défensifs, il a été présent sur les écrans, comme en fait il a eu à son échelle l'impact qu'on attendait un petit peu d'un Rudy Gobert, mais en version du coup triple XL. Gobert aurait dû être à 15 points, 15 rebonds et quelques contres. À l'échelle mais Garouba a été comme toute l'équipe espagnole, le moindre role player a su à un moment être mis à profit euh, pour, euh, pour servir au collectif, quoi. Nous, en France, on se retrouve avec notamment sur des matchs où Collet, alors c'est l'impression, mais ne sachant pas quoi faire, t'envoies un Okobo qui a pas joué depuis 35 minutes, en espérant qu'il va rentrer quelques tirs. Alors, ce qui a pas trop mal réussi, c'était contre qui? Contre l'Italie, je crois, ou contre la Turquie? Non, contre l'Italie. Même là, en finale, contre l'Espagne, il a mis quelques tirs. Mais derrière, Chelsea, bah non. Et pourtant, on est assez fan du garçon. Malédon, non. Fall a disparu.
Fall, Poirier a été, Fall a eu un petit peu plus, j'ai l'impression, de temps de jeu, mais au final, Poirier a disparu. Il n'y a pas un moment où, justement, des mecs qui sont pas dedans, ça arrive, mais il y a personne qui a step up derrière. Et Fournier, est-ce qu'il croque pas aussi pour ça? Est-ce qu'il force pas aussi pour ça? Alors c'est l'arroseur arrosé, est-ce que il a personne derrière qui step up, donc il croque? Ou est-ce que c'est parce que qu'il croque que personne step up derrière? Je sais pas. Mais ouais, Garouba, j'ai beaucoup aimé dans l'ombre de tous les autres qui étaient là du collectif. Non, mais t'as mis son maillot derrière, tu voulais que je dise Fernandez, mais je vais pas le dire. Je vais pas Je- le dire. J'attendais de savoir à quel moment t'allais voir ce message subliminal derrière moi. Non, non, je l'ai annoncé direct en intro. J'ai, je le déteste. Je le déteste pour l'histoire. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est une de mes actions préférées de Nicolas Batum, alors c'est pas Fernandez à ce moment-là, ça aurait pu être lui, parce qu'il aurait mérité aussi, c'est quand il va défoncer un Espagnol. Je les déteste pas, je déteste, c'est pas de l'animosité, c'est cette guerre incessante, c'est comme Battiston au foot depuis l'époque où il se fait découper. Ça, c'est inscrit comme ça dans l'histoire du sport que j'ai regardé petit. Je les déteste pas vraiment. Lui, parce qu'il représente pas le basket que j'aime, et avec sa mèche et son bronzage, et avec ses tirs et ses mimiques, le combo qu'ils avaient de alley-oop au Real toutes ces années, même avec l'équipe nationale, ça m'énervait au plus haut point. Et je peux pas. Mais après, comment je peux pas avoir le plus grand respect pour cet homme-là qui, premier truc qu'il fait, il pleure. Bon, ça, c'est sa spécialité. Et il va chercher le maillot de Lioul pour que le gars soit présent d'une manière ou d'une autre. Son grand pote, comme s'ils étaient à l'EHPAD tous les deux. Voilà, et ça, j'apprécie. J'apprécie comme les trois daggers qu'il nous met sur le match, qui me brisent le cœur plus qu'une passe dans les tribunes d'Evan Fournier. Euh, ouais, non, je peux pas parler de Rudy Fernandez. Je peux pas. Je peux pas en dire plus de bien. Tu m'as poussé à bout là. Pourtant, tu le fais si bien. Oui, c'est vrai que Rudy Fernandez, du coup, on va donner ses stats, c'est 7,6 points dans la compétition, 2,3 rebonds, 1,5 passes pour 43,2% à 3 points, avec un temps de jeu de 17 minutes, une éval à 8,9 pour 7,9 de plus-minus. Propre, voilà, du positif pour Rudy Fernandez, quoi. Ouais, pour un mec de 37 ans dans un collectif, il avait clairement sa place. Il faut qu'on aborde le sujet Sergio Scariolo qui a donné encore une leçon de coaching à toute la planète basket. On l'a vu, on l'a déjà dit, il s'est adapté pas mal, il a su se mettre au niveau de son équipe, l'amener jusqu'au toit de l'Europe. Mais sur la rencontre, on l'a vu user de toutes ses stratégies, des systèmes bien sentis comme on a l'habitude, des défenses bien précises avec du box and one, de la zone, voilà, tout ce qu'il a pu faire pour complètement faire vriller cette équipe de France. Il faut qu'on le dise, Sergio Scariolo est peut-être l'un des meilleurs coachs du monde finalement. Ah bah on est sur un extrême opposé, on n'est pas non plus au niveau de l'Italie, au niveau des émotions. C'est encore un autre genre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est tellement fort. En plus, je me rappelle la scène où du coup, qui tire, c'est Fernandez, je crois qu'il met le tir, qui touche la planche et finalement, ils prennent pas, ils prennent la décision enfin, le compteur est pas reparti. Bref, il prend une technique, il arrive à faire dire à l'arbitre que, bah, ils ont merdé mais que c'est comme ça, il a pris une technique, etc., etc. Mais tout le long, il y a un immense contrôle. Il s'énerve, mais c'est pas démesuré, À la comme le Ataman. coach italien. Ouais, voilà, à la Ataman. Et c'est un foutu jeu d'échecs, en fait. Parce que à sa façon de s'adapter, à sa façon de mettre la pression sur l'arbitrage, d'im- d'impliquer tel ou tel joueur. Enfin, ouais, c'est dingue de se dire qu'il arrive à faire de Jaté le meilleur intérieur au Cup. Bah, c'est pas non plus.
c'est pas non plus quand on regarde le prototype de l'intérieur moderne, mais malgré tout, il arrive à faire, il a un impact sur le collectif et sur ses joueurs. Tu te dis qu'on on se plaint de nos boulards, mais et pour revenir à notre ami Rudy, Fernandez, il a un boulard énorme de base. C'est le premier à râler, c'est le premier à gueuler, avec ses petites mimiques à flopper et compagnie. Le mec est passé crème dans le collectif. Il a eu son ton de jeu. Il a su mettre, enfin, le brosser dans le sens de la mèche. Et c'est passé. Tu dis qu'il a un peu la qualité de meneur d'homme d'un Taman. Alors peut-être que les égos sont moins élevés que ceux de l'Anadolu ou ceux de la Turquie. Coucou les NBR encore une fois. Euh, il a démontré, et notamment avec une compète qui est particulièrement suivie par les Ricains, tous ceux qui sont venus voir Giannis, qui ont suivi, parce qu'il y a tout un groupe qui est parti avec lui, qui a suivi, il y avait les préparateurs physiques de Milwaukee, il y a des mecs qui sont venus et qui ont continué en parallèle de la Grèce. Je pense que ça ne pouvait pas mieux finir, et il n'y a pas eu que lui. On le disait avec qui l'autre jour, là, avec Corentin, il y a un paquet de coachs qui se sont montrés, et ça fait du bien. Ça fait du bien, lui en tête, en tête de proue, ça qu'on dit. D'autant que lui a eu une expérience NBA. Enfin, au moins Ouais, sur avec l'assistant. Toronto. Voilà, en assistant coach. Et ça fait d'autant plus plaisir de voir la réussite. Alors, ils tapent l'Allemagne. Ils ont pas forcément eu affaire comme on aurait aimé, à un Ataman où ça aurait pu être rigolo. Mais c'est cool d'avoir des coachs de ce niveau-là, en fait. C'est cool. C'est vraiment, c'est ce qui a fait aussi la beauté de la compétition, en fait. La Serbie qui se fait taper, alors entre autres parce qu'ils y vont en touriste contre la Pologne et qu'il y a un Ponica qui est en mode cheat code, euh, c'est autre chose, mais ça fait plaisir de voir ce basket-là, en fait. C'est incroyable. Moi, je sais pas si tu te souviens, pendant la finale, il y a un moment qui m'a dit, OK, les mecs sont tellement confiants. C'est une action défensive où l'Espagne, je crois, va provoquer une perte de balle à cause des 24 secondes de l'équipe de France, où ils Ouais. font un gros stop défensif en s'adaptant justement grâce à une défense bien spécifique. Et il y a Scariolo qui se retourne vers son assistant, qui doit être donc le responsable de la défense, et les deux sont morts de rire comme des gamins. Genre, bah ouais, tu l'as dit, c'est une partie d'échecs, on a gagné quoi. Échec et mat, on les a eus sur cette action, et les mecs rigolaient dès le début de match. Tu sentais la confiance qu'ils avaient en eux, en leur système, en leur fonctionnement. Et cette action, moi, elle m'a perturbé. Elle m'a dit, mais en fait, ben, ça y est, ils ont tout pour gagner, en fait. Ils se regardent et ils sont morts de rire. Ils sont hilars, les deux. C'est juste fou, en fait. C'est juste fou à quel point ce mec était sous contrôle, a su gueuler quand il fallait pour ameuter ses troupes, a su s'adapter, a créé des choses. Je vous l'avais envoyé pendant le match, mais entre ben, ses adaptations défensives, ses systèmes, il a rendu fou l'équipe de France. Et ouais, à la fin, c'est lui le vrai MVP en fait. C'est lui le vrai C'est MVP. clair. Il a été incroyable, incroyable. Personne n'attendait l'Espagne. C'est plus les mêmes générations. C'est pas les Gasol. On disait que les frères Hernan Gomez c'était les Gasol de chez Wish. Enfin, on a tout vu passer. On a tout vu passer. Euh, et non, au final, ben, c'est la même chose parce que c'est la même philosophie. Et, et waouh, juste waouh. J'espère que Scariolo va avoir un peu plus de respect. Euh, Peut-être que Pezic se rendra compte que ben, Teodosic est un vrai meneur, un vrai leader, et que c'est sous Scariolo qu'il avait fait deux fois MVP de la saison Eurocup. Tu le disais pour même JT, moi je mets un petit tag pour la Serbie. Mais voilà, enfin, il a été brillant, et moi je veux pas qu'il aille en NBA comme, comme certains disent une fois qu'un coach brille en Europe. Je veux pas qu'il y aille, je m'en fous. Euh, Par contre, teasing, on en parlera pour la Virtus l'année prochaine en Euroleague, mais
En fait, il m'a rappelé que c'était un danger permanent, ce mec, et qu'il pouvait tout faire. Et ça devient très alléchant pour la suite de la saison, en fait. Voilà. C'est bravo, monsieur Scariolo, vraiment. Ouais, c'est marrant que tu reparles de cette action-là parce que du coup, je cherchais des images pour faire des miniatures. Le voir lâcher des sourires, Scariolo sur la compète, il y en a zéro. C'est le seul, c'est le premier, et c'est parce qu'il sait que c'est terminé et qu'il peut relâcher. C'est ouf en fait. Il n'y a pas un sourire, c'est que des moments, c'est contrôlé et tout. Mais même contre l'Allemagne où le match est quand même vachement plus dur, ou même quand la France recolle, il n'y a pas un moment où il pète une phase sur le banc. Il Il a est un sous contrôle, ok. contrôle. Ouais. Ça, là, ça marche pas. Il faut qu'on change, il faut qu'on adapte, il faut que, enfin, il reste concentré. Et c'est comme le box and one qu'ils ont fait là contre l'Allemagne. C'est une dinguerie parce que l'Allemagne, ils ont encore mis des anneaux qui sont grands comme des bassines. Ils sont en train de maltraiter l'Espagne et lui dans le plus grand des calmes. Et là, le Wagner qui était au top, plus personne. Schroeder, on l'a plus vu. C'était incroyable en fait. C'était incroyable. Il est génial, en fait, ce coach. Tu vois, c'est le genre de type, t'as envie de t'asseoir et lui dire, parle-moi de basket. Et on est presque à regretter qu'on n'ait pas eu. Alors après, c'est des duels de coachs européens, mais de l'avoir vu maltraiter Doncic. Ouais, moi je suis en train de me dire, tant qu'à faire, mais même maltraiter aussi Giannis. Imagine, hein, Grèce-Espagne, Itoudis, Scariolo, Giannis et toute l'équipe d'Espagne. Des séquences avec Alberto Diaz en train de titiller les chevilles de Giannis. Parce que il a quand même maltraité alors la France et Collet, mais Collet c'est son chouchou. On va Euh, voir qu'on sorte les et stats à un moment donné. il a maltraité Rudy. Rudy se fait enfoncer par Hernan Gomez. Ah bah, dès le début du match, hein. Mais qui prend une praline d'entrée. Bon, on ne veut pas accabler notre Rudy, mais Fournier, il a pas vu un tir ouvert. Les NBR sur la compète, ils ont été mis à mal quand même. Alors après, il y a d'autres joueurs, il y a Doncic, qui est peut-être le seul qui surnage un petit peu parce qu'au final, la finale, il l'a prise comme tous les autres matchs en touriste qu'il est, avec la plus grande décontraction possible. Euh, mais ouais, Giannis a affronté un mur. Les Serbes se sont affrontés tout Tout seuls. seul, ouais. Euh, ouais, ouais, la NBA était mis à mal quand même sur cette compétition et Scariolo en est l'un des principaux acteurs. La stat qu'on voulait sortir, c'est que Scariolo face à Vincent Collet, c'est un 6-0, jeu 7 et match. Avec cette finale de l'Eurobasket, voilà, on va pas aller plus loin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour ce génial Sergio Scariolo. Avant qu'on aborde les trophées qui ont été distribués, euh, je voulais qu'on aborde un petit sujet sur l'équipe de France. On va revenir un petit peu sur nos bleus. J'avais une question, c'est et maintenant? Il y a un truc qui est très vite sorti, qui m'a très vite agacé. Euh, c'est de tout de suite nous expliquer que grâce à un naturalisé et grâce à un grand monsieur de à peine 20 ans, on va résoudre tous nos problèmes. Donc, on va dire les noms. On nous explique que grâce à Joel Embiid et Victor Wembanyama, on se voit déjà au JO et on se voit déjà gagner le prochain Euro. Alors, Damien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah là là là. Au final, à la fin de cette compétition, c'est ce qui est le plus dur. C'est pas tant la déroute tactique de l'équipe de France, parce qu'au final, on s'en sort pas si mal, on a quand même une médaille. C'est toute cette merde médiatique derrière qu'on se prend en pleine tronche. Toutes les petits, les trucs, les gars vont tirer des images. Pourtant, des mecs qui s'annoncent spécialistes des jeunes Français en devenir. Euh, c'est c'est abusé de voir à quel point on va justement pas prendre le recul qu'on essaye d'avoir nous ce soir sur la compète
et sur nos Français. On en parle beaucoup en off. Moi, j'ai un avis assez tranché pour Wembanyama. Je lui souhaite le meilleur du monde, mais vraiment. Sauf que pour moi, ça en prend pas la gueule. On l'a beaucoup comparé sur les compètes U20 et compagnie avec Chet Holmgren, là, qui a signé à, je ne sais plus, il a signé à Houston, non, ok, Ok, si, ici. et qui s'est pété d'office pré-saison et qu'on verra pas tout de suite, tout de suite. Une espèce de fric là, il a la nature l'a bien doté. Il est pas maladroit. En plus de ça, il a le physique, il est pas maladroit. Mais il a pas le cerveau derrière en fait. On sait pas en fait. On sait pas. Je m'avance peut-être un petit peu, mais tout me laisse à penser de ce que je vois. Son petit tour aux États-Unis, aller jouer contre des mecs qui font pas plus d'1m80 là-bas et de finir à 35 points, se vendre avant d'avoir prouvé quoi que ce soit. Ben, j'y crois pas. En fait, j'y crois pas du tout. J'aimerais, hein. Je suis pas sûr que ce soit ce dont on a besoin, mais pourquoi on se priverait d'un talent qui est annoncé générationnel aux États-Unis? Pourquoi pas après tout? Ça nous retire pas le problème de notre meneur d'hommes et de ballon. J'accroche pas du tout. J'accroche pas du tout. Euh, je, Ça pourrait être très long, donc je vais vite passer sur le deuxième. Oui, sous prétexte que l'Espagne a signé Lorenzo Brown, il faut qu'on signe Embiid. Faut pas déconner. C'est manquer de respect à Lorenzo Brown. Parce que non seulement il est américain, et ouais, peut-être qu'il connaît pas la capitale de l'Espagne, mais il a largement assez de QI et d'expérience pour s'intégrer à un collectif européen, s'adapter au système de Scariolo. Scariolo aussi a su le mettre en avant, mais le mec a survolé la compétition. A survolé la compétition. Euroleague, le Kazan était sur un nuage. Là, la compète, Embiid, faut pas le mettre dans le même panier, il faut être sérieux. Faut être sérieux, sans remettre en cause l'idée de vouloir jouer pour la France. On a eu notre problème dans les sélections foot, dans les sélections basket. Euh, Après tout, pourquoi pas Embiid? Au final, il a pas mal de familles en France, enfin, sans remettre en compte la nationalité. Mais ça règle pas notre problème non plus. Ça règle pas notre problème non plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas, encore une fois? Pourquoi se priver si les gars sont chauds et qu'ils veulent prouver pour la France et que même s'ils chantent pas l'hymne national? Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui? Pas du tout. Bah, c'est là où ça va faire la différence avec l'Espagne. C'est qu'on s'est beaucoup agacé sur Lorenzo Brown, sauf que l'Espagne avait besoin d'un meneur. Ils ont choisi un meneur, il leur amène le titre. Si tu fais venir Embiid, combien de joueurs tu mets de côté là? À une époque où l'équipe de France n'a jamais été aussi bien dotée en intérieur. T'as Rudy Gobert, t'as Mustapha Fall, t'as Mam Jaité, t'as Vincent Poirier. Si tu pars sur le poste 4, t'as Yabouzélé. Et on va prendre Embiid et on va dégager un mec comme Poirier, comme Mustapha Fall. On est sérieux? On est sérieux. On va vraiment faire ça? Sous prétexte qu'il faut gagner? On est capable de faire un truc comme ça? Tu vois, tu parlais des joueurs des fenêtres internationales. Mais là, je trouve que c'est Exactement. craché sur les trois quarts de nos intérieurs, en fait. Juste parce que tu as envie de gagner et de faire comme les autres. On en est vraiment là. Ouais. Encore, le mec me dit, on m'annonce demain, Embiid a signé avec les Sixers un accord qui le libère sur les matchs internationaux. Ok, je dis ok, le mec il y va all-in, il veut la France, il est prêt je sais pas, à avoir une coupe sur sa paye et tout. Ok, le mec veut jouer pour l'équipe de France. Sauf que là non, il va prendre des places de mecs de devoir, d'école bleue, comme on l'a Berry, à l'intérieur. Il y en a plein en fait qui sont sous les fenêtres internationales qualificatives, même c'est même pas quasiment les fenêtres internationales, c'est juste des matchs de qualif pour laisser les NBA revenir. Ouais,
Il y a du matos. Il y a du matos. Wembanyama, il est pas, c'est pas parce qu'il va jouer avec Collet que, alors si, c'est parce qu'il va jouer avec Collet comme on aura sûrement Vincent Collet jusqu'à la compète, jusqu'aux Jeux Olympiques. Ça lui facilite l'entrée dans ce groupe France, ça c'est sûr. En tout cas, c'est ce que je pense. Bah, de toute façon, ils sont pas cachés, hein. Ils l'ont dit, hein. Après, Ils l'ont pourquoi pas, dit. mais Et en plus, ils est-ce que, utilisent le Valois et le fait que l'équipe ne joue rien pour se préparer pour la NBA. Donc, de toute façon, tout est tracé. Et avec le truc ridicule d'aller jouer en pleine saison un match avec la G-League, on sait où ils vont, on sait ce qu'ils font. Faudra pas faire les étonnés comme ceux qui se sont étonnés de Thomas Hurtel à y signer au Zénith. Faut arrêter d'être candide. On sait très bien ce qu'ils font. Ils se préparent pour eux-mêmes. Et le Valois, ce n'est qu'une étape pour eux. Ils s'en fichent de gagner. Les mecs ont dit qu'ils s'en fichaient de jouer une compétition européenne. Et que un match par semaine, ça leur allait très bien. Waouh. Waouh. Voilà. C'est tout. Et on va, non, c'est clair. et par-dessus ça, on va naturaliser un mec juste pour la naturaliser. Et tout le monde a retourné sa veste d'un coup en disant, ah, c'est génial, c'est cool, vu qu'il est là, maintenant on va le prendre. Alors qu'au début, on entendait ben, tout simplement un Fournier, hein. Fournier avait dit qu'il n'était pas d'accord, d'un coup, silence radio. Euh, et moi, ce qui me gêne, en fait, c'est des naturalisations, si elles sont logiques, ça me va. Ça me va. Tyler Dorsey, il a un lien avec la Grèce, il prend la nationalité grecque, ça me dérange pas. Weiler Bab en Allemagne, ça me dérange pas. Gabi Williams, il y a quelqu'un qui a essayé de lui mettre un scud en disant ah ben elle, on dit rien. On dit rien de quoi? Sa mère est française. Il me semble que c'est sa mère. Ouais. Qu'est-ce que tu viens la Non. ramener? Elle est légitime. Et d'un coup, on va juste justifier le choix d'Embiid en disant faut qu'on gagne. Donc, si tu gagnes pas en 2024 parce que le Gugus s'est blessé ou que de toute façon, c'est pas lui qui fera gagner la France, ça sera un collectif. On fait quoi derrière? On fait quoi? Ouais, surtout que c'est marrant de se dire qu'on va lui faire confiance à lui pour faire gagner la France. Ben Un ouais. gars face à un collectif comme l'Espagne, ah non, Ou comme les ça marche États-Unis, pas, parce que tu crois que les États-Unis, ils vont venir pour faire les touristes à Paris en 2024? en plus. Ils vont envoyer l'armada, parce qu'en plus, il y en a, ça va peut-être être leur dernière compétition. Hashtag Stephen Curry. Qu'est-ce... Enfin, pourquoi on est en train de se dire que grâce à lui, on va le naturaliser juste pour gagner et avec Wembenyama qui aura, ben, allez, à peine un an pour prouver, on va gagner? On est vraiment sur ces conclusions-là? Moi, ça me gêne en fait. Ça me gêne parce qu'on est en train de prendre des raccourcis, mais j'ai envie de dire, oh les gars, on n'est pas dans Touquet là. On n'est pas dans Touquet. C'est pas comme ça. Et justement, mettez-vous du plomb dans la tête avec ce qui s'est passé tout cet été. Parce que là, je prends pas que cette finale de l'Eurobasket, mais tout l'été. On s'est fait lyncher par l'Espagne. Toutes catégories confondues. Mais c'est vrai qu'il y a On cette s'est stat-là fait, aussi. on s'est fait lyncher par un système fédéral qui pense le basket, qui pense son fond de jeu. Et nous, on va continuer à foncer tout droit dans un système de stars, de joueurs formatés pour la NBA. Parce que ça va au-delà de ça. On dit qu'on a des problèmes de meneurs ou etc. On a besoin de renforcer certains trucs. Mais quand tu vois la vie des gens, alors ok, je sais, il faudrait pas prendre la vie des gens en compte parce que les milliers de sélectionneurs, on s'en fout. Très bien. Mais quand tu regardes les noms qui ressortent à chaque fois, c'est tous les soi-disant prospects NBA du réservoir français. On va nous faire avaler que un Kylian Hayes va. Alors désolé, hein, désolé, je veux pas attaquer Détroit, c'est pas le problème. Mais on va me faire croire que l'avenir, qui va nous faire gagner les JO ou l'Euro, c'est forcément en prenant du Hayes, du Maledon, du Olivier Sarr, du machin, du truc, du bidule, tout ça parce que les mecs sont NBA et on va mettre Wembenyama parce que c'est chouchou, et Embiid, parce que bah on va pas pourquoi on va gueuler, hein, tout le Ah, monde mais on fait n'a pas une équipe de volley non naturalisation. plus. Et on est vraiment sur ces considérations-là. Donc les gars, posez vos putains de manettes de Touquet, regardez des matchs au-delà de la NBA,
Regardez ce qui se fait dans d'autres pays. Et c'est pas parce que eux le font qu'on est obligé de le faire. Parce que pour moi, faire un truc comme ça, notamment avec Embiid, c'est cracher sur notre formation. À moins que la Fédé ait envie de partir là-dedans, très bien. Ce sera sans moi. Alors après, je suis personne, mais ce sera sans moi. Et je préfère passer pour un con avec l'envie de peut-être développer des gamins qui seront mordus de basket et qui vont se donner pour la France que sur des mecs qui vont utiliser le système et des clubs jusqu'à aller leur faire partir aux États-Unis en pleine saison pour eux derrière s'en servir et aller jouer en NBA. Je suis désolé, mais moi, je ne conçois pas ça. Alors après, j'entends le discours, hein. Il faut profiter, on n'en verra peut-être pas des milliers comme ça. Oui, enfin, si c'est pour le voir 5 mois parce qu'après il va se péter, parce que oui, je suis désolé, il a un physique pas facile et qu'on va lui en demander encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, et il va se péter définitivement. Moi, j'ai juste envie de dire, attendons, faisons les choses intelligemment, mais ne sacrifions pas tout un collectif pour des individualités. Moi, c'est juste ça que j'ai envie de dire sur l'avenir de l'équipe de France. Après, prenez qui vous voulez, mais faites des choses logiques comme ce qu'a pu faire l'Espagne. Prenez exemple pour une fois sur nos meilleurs ennemis. On a donc cette Espagne qui est ultra forte et qui travaille à un niveau village, fédéral et compagnie pour l'équipe nationale. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'en France, on a rien à envier au niveau de la formation, ou en tout cas du vivier de joueurs. Simplement, on a une mentalité qui est différente. Les gamins partent pour la NBA. Ils ont pas la perspective de grandir dans un club, ou moins en tout cas, moins que ce qu'on peut voir. Alors la CB est peut-être plus attrayante que la Betclic, mais ouais, pour moi un problème de mentalité. C'est comme on disait qu'on avait une équipe de râleurs, on a pays de critiqueurs, de gens qui s'imaginent des histoires pas possibles, de droit à l'image, de d'égo. Ça donne pas l'impression qu'il y ait ça en Espagne, ou en tout cas la réussite qu'on leur voit. Respect. Juste respect, quoi. Bon, je crois que ce sera la conclusion sur cette partie de et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soyons intelligents, c'est en tout cas ce qu'on espère pour la suite. Il y a des échéances qui arrivent très très vite avec ces fameux JO à Paris. Pour terminer l'émission, on a dit pas mal de choses. On va juste revenir rapidement sur le 5 majeur de la compétition avec Lorenzo Brown, Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, Willy Hernan Gomez et Dennis Schroeder. Est-ce que toi, tu t'aimes bien ce 5? Est-ce que tu aurais peut-être vu quelqu'un d'autre? Il y a un joueur pour nous qui semblait évident qu'il n'y est pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce 5 majeur? C'est Gobert, pardon. Gobert doit y être. Quand on connaît le joueur, quand on connaît l'envie, l'énergie qu'il est prêt à donner, ce que représente le maillot de l'équipe de France pour lui, dans l'idée, il doit y être. Sur une compète comme celle-là, avec une France qui va quasi au bout, il doit y être. Sauf que on lui a pas permis de légitimement mériter cette place. Ils ont pris le plus bankable des Français, je pense, malheureusement. Euh, alors que le plus consistant, peut-être moins flashy, et même sur la finale, par contre, ça a été un des meilleurs. Guerchon, s'il faut mettre un gars à l'intérieur, Guerchon. Je vois même pas de débat là-dessus. Euh, Bah, ça a ça a été été un le des plus rares régulier, complètement. si ce n'est le plus régulier de l'équipe de France tout au long de la compétition, voire même tout au long de la préparation et de la campagne. Ah ouais. Sur ça, il n'y a pas débat, Ouais, hein.
Alors après, il faut voir les critères de sélection. Le problème, je crois que c'est que les votes se terminent à la mi-temps de la finale. Euh, Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que Guerchon, c'est pas sur la deuxième mi-temps où il va être beaucoup plus impactant? Est-ce que c'est ce qui fait la différence au final? Je sais pas. C'est pour moi le plus gros souci de ce 5 majeur. C'est la présence de Guerchon, la présence de Gobert L'absence plutôt de. que Guerchon. Hmm. Après, pour le reste, c'est pas volé. Euh, Giannis mérite, individuellement mérite sur la compétition. Pour l'énergie, pour ce qu'il a pu montrer. On regrettera de ne pas l'avoir plus vu en conférence de presse, lui, Jokic, Doncic et compagnie. On regrette de ne pas avoir plus profité de leur image sur la compète, mais il mérite pour l'impact qu'il a eu sur le jeu et forcer les coachs à faire des systèmes pas possibles de murs pour le limiter. Il mérite, je pense. Schroeder, bah, oui, oui. Si je suis pas pourtant fan plus que ça, mais il a eu un niveau incroyable. Euh, il a juste été fermé à la fin par Scariolo et c'est ce qui lui empêche d'aller en finale et de potentiellement pouvoir prétendre au titre de MVP. Euh, ça aurait pu être Mark Cannon aussi à l'intérieur, si vraiment on cherche comme ça des joueurs qui ont été parce que Guerchon a été le plus régulier, ça n'a pas été le plus gros scoreur de l'équipe, ça n'a pas été le plus fâché de tous, quoique il nous a gratifié de quelques tomards. Mais ça aurait pu être Markkanen aussi. Après, il faut bien un Espagnol pour la finale. Euh, Au moins un Espagnol. Lorenzo Brown, il n'y a pas photo. Pour toute sa compétition, pour toute son œuvre. Ça a été ouais, les étincelles au bout de la baguette magique de Scariolo. Euh, Après, Hernan Gomez, oui, pour le simple fait d'avoir commencé le match contre la France et défoncé Rudy. Ça le mettait sur sur une bonne lancée. Ouais. Pour moi, le 5 est cohérent. Ouais, cohérent. Moi, il me manque quand même quelqu'un. Mais, Point de enfin, cap. ouais, il me manque un Ponitka, mais c'est vrai que c'est compliqué d'enlever Giannis parce que le mec a été incroyablement fort individuellement. Mais en fait, ça me manque d'une récompense pour la Pologne. Parce que j'ai l'impression que dans le calcul du 5 majeur et dans les récompenses, on a fait un 2 3 5 et on est allé voir ailleurs. Et la Pologne C'est était clair. tellement peu attendue qu'on a du mal à récompenser leur parcours, alors que Ponitka a été juste incroyable et que s'ils en sont là, c'est beaucoup grâce à lui aussi. Le mec a claqué un triple-double, il a été très fort tout au long de la compétition. C'est dommage parce il le méritait et pour récompenser son parcours et celui de la Pologne, mais est-ce qu'on est capable d'enlever Lorenzo Brown? On peut pas le faire. Enfin, perso, je le conçois pas. Oui, oui, non, mais Ça a c'est été pour ça, juste, c'est très compliqué d'enlever quelqu'un. si, techniquement, t'emmènes, si la Pologne se fait pas éclater par la France comme ils se sont fait éclater, mais après avoir tout donné contre la Serbie, il n'y avait pas grand-chose à tirer d'eux, je pense. Si la France se fait pas, éclate pas la Pologne, je pense que Ponitka peut y prétendre. C'est juste que ça a été le record de plus gros écart en compétition FIBA. Ça a peut-être joué. Et puis, est-ce que ça la fout pas mal pour la FIBA vis-à-vis des joueurs US qui finalement sont sur la compète de pas en mettre un dans le lot? Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, Ah ouais, oui, t'as la Pologne qui n'était pas arrivée à ce stade-là depuis X années, et t'as leur leader qui a même rien. Donc en fait, on reconnaît pas le parcours de la Pologne. C'est juste dommage, en fait. C'est juste dommage. Je peux concevoir toutes les solutions et que de toute façon, enfin, Giannis est ultra légitime à ces 5 majeurs.
Mais voilà, il y a ce souci de pas récompenser la Pologne. Parce qu'en plus, ils repartent avec la médaille en chocolat et c'est dommage. C'est dommage. Après, je te rejoins sur Gobert Yabusele. J'aurais bien vu Yabusele, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, pour le reste, j'ai aucune contestation possible. Le 5 me plaît quand même beaucoup. Et Et le MVP alors? alors moi, très franchement, le MVP pour moi, il était logique. Je suis l'un de ceux qui défend William Gomez depuis le début de la préparation. Pour moi, ça a été le leader, c'était le leader, il a assumé, il a fait ce qu'il fallait. Et je pense que je j'ai pas les stats sous les yeux, hein, mais je pense que ça se vaut avec Lorenzo Brown. Donc pour moi, il était totalement légitime. Ok. Moi, je l'aurais pas, quoi qu'il arrive, je l'aurais pas donné à Lorenzo Brown. Sans prendre en considération le fait de la naturalisation ni rien. Pour moi, c'était Willy Hernán Gomez depuis le début si l'Espagne gagnait. Pourquoi? Sinon, derrière, si c'est pas Willy, c'est Bocruz. Non, 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 non. Mais pour moi, c'était obligatoirement Willy Hernán Gomez. Si tu prends le MVP de la compétition, pour moi, c'était lui. Ouais, en fait, ce qui est gênant, c'est que, et c'est ça qui fait du bordel derrière sur les réseaux, mais il y a forcément une part de toi qui te dit, t'as le Premier ministre ou le ministre des Sports espagnol, je sais plus, qui est courtside sur la finale, et tu te dis, ils peuvent pas le donner à Lorenzo Brown. Quand bien même il finirait en triple-double, et quand bien même il a un parcours incroyable sur cette compétition, de gestion, de contrôle, ouais, d'avoir su s'affirmer au fur et à mesure dans ce collectif espagnol, tu peux juste pas lui donner. Et pour les mêmes raisons que derrière, tu le vois sur la remise de trophée, il est pas capable de dire merci en espagnol. Il a juste dit hola, et c'était le seul Gracias. truc. Et c'est Vamos. gênant. Ouais, ça en devient, et encore même pas, on sait pas, ça en devient presque gênant en fait. Et tu te dis, et ça a été un des trucs qui a été abordé aussi, c'est que derrière, la génération des jeunes Espagnols qui poussent derrière là, ils auront moins de scrupules à le faire sauter. Parce que voilà, il est venu, ils avaient besoin de lui. Lui, ça lui a servi aussi. Je pense que tu craches pas sur une compétition de ce niveau-là et sur une médaille d'or. Après, faudra pas mentir comme Garbajosa en disant que c'était son rêve de jouer pour l'équipe espagnole. Faudrait peut-être pas abuser non plus. Non, non, je pense pas. Parce que, en plus, ce qui est drôle, c'est que Garbajosa dit ça en disant que c'était son rêve de jouer pour l'équipe espagnole. 2 jours après, l'info sort comme quoi Lorenzo Brown a été proposé à la Croatie quand même. À un moment donné, il faut peut-être pas se foutre de nos. Hein. On va voir, c'est dans 2 ans, peut-être que l'Espagne n'aura pas encore trouvé sa pépite à la main. Mais Ce ce qui serait marrant m'étonnerait de voir un petit beaucoup. Espagne, ce qui serait marrant de voir un petit Espagne-Argentine euh, au JO à Paris. Johnny Enfin, remettra les baskets. Hein. ouais, lui a lâché quelques missiles là dans la Mais journée sur le aussi. fond, sur le fond. Ouais, pour moi qui suis patriote, il n'y a pas de souci. J'entends parfaitement. Après, je reste un amoureux du basket et j'ai pris mon pied avec Lorenzo Brown sur la compète. Oui, oui, totalement. Totalement. Mais je trouve que cette histoire de naturalisation, on va vite passer sur ça, mais je trouve que cette histoire de naturalisation, c'était une clé pour voilà, ça existait. C'était une loi qui existait. Voilà, ok, la FIBA dit vous avez le droit à une naturalisation, c'est devenu un business. Et là, c'est en train de tomber comme toute bonne chose, c'est tomber dans un extrémisme qui est pas bon où d'un coup, on va essayer de légitimer des choses qui ne le sont pas, on va faire n'importe quoi. Et l'exemple de Lorenzo Brown, je ne lui en veux pas à lui. J'adore ce joueur, je vais prendre beaucoup de plaisir à le voir encore en Euroleague, mais c'est devenu un business. Et quand on te fait Tu mens, tu vas pas regarder les matchs du Maccabi. Tu mens. c'est pas grave, laisse-moi dire que je kifferais quand même le voir. Je regardais les équipes autour, mais voilà. Non, mais pour dire que
que ouais, c'est devenu un business. Les équipes nationales sont devenues un business. On va chercher Joel Embiid, pas parce que le mec est attaché à la France ou parce que c'est une nécessité. On le fait pour gagner. Lorenzo Brand, on le prend parce qu'on a besoin de gagner. Voilà, c'est devenu un business et nos équipes nationales sont en train de devenir des clubs, tout simplement. Et c'est gênant. Enfin, moi, je trouve ça très gênant. Je n'arrive pas à m'y faire. Pour moi, les naturalisations, c'était un Blake Shield parce que le mec est marié à une fille de République tchèque. C'est voilà, c'est des gens comme ça euh, qui ont des attaches avec le pays, voilà, qui sont un petit peu dans la culture. Là, ça devient un business. Faut pas m'inventer une vie autour de Lorenzo Brand quand t'apprends qu'il va avec la Croatie derrière. Faut arrêter de me dire que les petites nations en ont besoin et que l'Arménie avec Chris Jones, c'est bien. Non. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt et tu te retrouves avec une équipe de Hongrie avec un sombre Tomkins qui est nul déjà en Europe et qui leur fait pas avancer plus le truc. Ça bloque du vivier, ça bloque leur développement, parce que ça veut pas dire que parce que tu as un naturalisé, ben derrière la formation elle est bonne. Je trouve qu'on se trompe. Et ce qui me fait peur, c'est ce que j'ai dit, c'est que ça devient un business et je déteste ça. Je déteste ça. Voilà. Donc Lorenzo Brown, bravo. Mais d'un peu plus, tu joues avec Mario Hezonja. Ça aurait pas été la même, parce que Mario, Bah, c'est pas grave, ils ont Jalen Smith, voilà, qui lui aussi doit être très attaché à l'histoire de Drazen Petrovic et de la sélection, je pense. c'est ça. Enfin bref. Pour le dernier mot, mon petit dame, avant qu'on se quitte, l'émission a déjà été bien longue, mais on avait des choses à dire, comme quoi ça a été bénéfique de prendre un peu de temps pour C'est réfléchir à clair. tout ça. Si tu avais un souvenir ou voilà, des souvenirs, un bon souvenir, un mauvais souvenir que tu vas retenir de cet Eurobasket. Euh, le bon souvenir, si on reste côté français, c'est forcément Tarpey. C'est la coqueluche, tout le monde en parle, mais pour quelqu'un à qui on donne les consignes en anglais, soit dit en passant, bon, je suis salaud, j'alimente le feu. Euh, ça a fait du bien, ça a fait du bien, c'est ce que j'aurais attendu moi au départ Isaiah Cordinier. Et voilà, ça a joué au basket de façon simple, à l'énergie, à l'envie, et ça a été cool parce que voilà, la qualité du jeu français n'était pas forcément tout le temps au rendez-vous. Donc ça, c'était cool. Euh, le niveau de la compète, dingue. Je suis d'accord. Si je regarde juste avec tu prends Allemagne-Grèce, qui est, euh, qui est d'un niveau dinguissime. Si les NBA connaissent pas ce niveau de basket-là, c'est le meilleur exemple pour eux. Ça a été une dinguerie de mettre à mal l'équipe de Grèce 10-10 avec du Giannis et, euh, et du Calates à mal. Ouais, le niveau de la compète et les adaptations tactiques de tous ces coachs de la Pologne, euh, c'est de la rep tchèque aussi qui avait commencé à essayer de maltraiter la Grèce sur les premiers tours. Euh, il y a eu, il y a eu, il y a eu du beau basket et ça reste une belle compète. Euh, c'est, c'est, et c'est ça le plus important. Après, s'il doit y avoir un mauvais souvenir, euh, Les arbitres. ah non, oui, mais j'irai pas plus loin parce que sinon on n'est pas couché. Et vous, il va falloir trois fois l'aller-retour jusqu'au boulot pour écouter le podcast en entier. C'est pas juste le niveau de l'arbitrage parce que si on imagine ça, on va imaginer la prochaine compète mondiale où on va se retrouver sans leur manquer de respect avec des arbitres du fin fond du Chili ou ouais, ce qui est embêtant, c'est plus le manque de collaboration entre la FIBA et l'Euroleague. Pour des prétextes obscurs, on a, et ça c'est unanime, la crème de la crème au niveau de l'Europe en Euroleague. Des mecs qui sont habitués
a coaché tous les plus gros joueurs européens qu'on peut avoir et qu'on a vu sur cette compétition-là. Et pour des raisons obscures, la FIBA veut pas les solliciter. Il y a sûrement des accords financiers, il y a sûrement tout un tas de trucs débiles aussi. C'est dommage. En plus, derrière, pour te sortir une règle où tu vas faire, enfin, l'Europe bouge en parallèle de façon désorganisée. En ACB, ils te mettent la règle ils peuvent faire les remises en jeu directes à partir du moment où ils sont de leur camp. Donc c'est pas juste la FIBA, c'est l'arbitrage européen et mondial, exception faite aux États-Unis, qui a un souci en fait. On a des gens compétents parce que là, dans tous les arbitres qui ont pris le bouillon dans la compète, bah ouais, ils sont cachés parmi toutes les boulettes qu'il y a, mais il y avait sûrement des arbitres ultra compétents. Mais ouais, oui, forcément, la grosse déception, c'est l'arbitrage. Mais ouais, ça serait encore un énorme débat et qui serait intéressant à les fouiller. Pourquoi l'Euroleague peut pas jouer, les arbitres Euroleague peuvent pas siffler sur une compète FIBA? C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, je pense que la réponse est dans la question, tout simplement. Je pense qu'on est encore dans une bipolarité. T'es Euroleague, tu viens pas siffler chez moi. Voilà. C'est dommage, hein, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Peut-être qu'on va avancer, vu que la présidence de l'Euroleague change. Ah ouais, surtout on laisse les joueurs Euroleague jouer sur les compètes FIBA. Des joueurs, enfin, pourquoi pas laisser les arbitres faire la même? On, on rêve tous de cette solution qui arrivera un jour et qui évitera des calendriers à rallonge, des privations pour les équipes nationales. On y arrivera. On y arrivera. On est positif. Ouais. Enfin, je suis pas sûr avec la France et les dernières histoires sordides qui sortent dans les réseaux, je suis pas sûr qu'on soit, nous, à ce niveau-là, sortis de l'auberge. Je m'arrêterai là. On verra bien. Pour ma part, le point positif, c'est que j'ai vu du beau basket, j'ai vu des belles équipes, pas toujours très attendues. Euh, j'ai vu du Vezenkov, j'ai vu du Markkanen, j'ai vu du Lassichovi que j'adore et je continuerai à défendre ce coach. Euh, J'ai vu ouais, du très beau basket durant ces 18 jours de compétition. Et ça, c'était un régal. On avait lu, et puis même nous, on se disait que c'était peut-être l'euro le plus relevé de l'histoire. Euh, Relevé de l'histoire, je sais pas, mais en tout cas, il a été très très bon. C'est une belle cuvée. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis laissé surprendre par cette équipe de Pologne, voilà, qu'on n'avait pas vu venir, et finalement elle a ramené un truc de cette Italie qui a joué avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'audace, sans intérieur. Euh, voilà, j'ai été très convaincu donc par cette Espagne, on en a longuement parlé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. T'as rien dit sur la Bosnie? La Bosnie, effectivement, c'est vrai, je les Leur avais maillot, oubliés. Voilà, leur maillot jaune. le maillot que j'ai laissé de côté pour mettre Rudy Fernandez. Mais oui, la Bosnie, voilà, c'est des équipes qui ont fait plaisir. Euh, j'ai moins aimé, j'ai moins aimé cette équipe de France engluée dans plein de choses dont on va pas reparler. J'ai pas aimé la Serbie, voilà, qui à mon avis couvre un problème très profond, malheureusement. Euh, j'ai pas aimé le retournement de veste par rapport à Luka Doncic, qui d'un coup est passé de génie du basket à dernière sous-merde. Voilà, j'emploie le mot parce que le garçon a du caractère et parce que pour une fois, Doncic a perdu. Ouais, ça arrive, d'accord. Euh, mais je suis pas sûr que de le faire passer pour un moins que rien et un mec détestable, ce soit la solution parce qu'il viendra souiller du monde encore pendant très longtemps. Et j'ai hâte de voir le début de saison NBA pour revoir ces mêmes personnes dire qu'il est génial. Voilà, donc j'ai pas aimé ce retournement de veste autour de Doncic. Il a été magnifique pendant
je sais pas combien de matchs. Il a torpillé la France avec une cheville en moins et un poignet en moins. Tout le monde fermait sa bouche. Et d'un coup, parce que ben, le gamin il a quoi? Il a 23 ans, 24 maintenant, il a peut-être grandi depuis. Ben, d'un coup, on en a fait un mec détestable et j'ai pas du tout aimé ce retournement de veste. Je supporte pas, mais de toute façon, c'est lié à une génération des réseaux sociaux qui me dépasse. Hâte de retrouver une grosse compétition internationale comme ça. Ça sera forcément les JO. Ah non, il y a la Coupe du Monde peut-être l'année prochaine. Oui, c'est l'année prochaine la Coupe du Monde. Et oui, on enchaîne Coupe du Oui, à Monde, cause du JO, Euro. décalage. Et oui, À et cause mais du oui. décalage Donc, d'un an Covid. et ben, du coup, on verra pour la prochaine Coupe du Monde. Mais voilà, j'ai hâte de retrouver une compétition internationale. Ça m'a donné l'eau à la bouche d'avoir un très bel Euro comme ça, en tout cas. Ouais. Puis il n'y a pas que ça, on a de quoi faire d'ici là. Tellement de choses. Il y a tellement de choses qui nous attendent. Euh, je Plein de ne belles sais plus surprises. où donner de la tête entre l'Euroleague, la BCL. euh, il va y avoir tellement de bons baskets à se mettre sous la dent d'ici là. Ça y est, c'est reparti. On n'a pas vraiment coupé, nous, cet été, mais on va enchaîner et c'est pour notre plus grand plaisir, en tout cas. C'est clair. Hâte de pouvoir montrer ça à tout le monde, toutes les petites choses qu'on prépare là. Parce que c'est vrai qu'on a fêté nos 2 ans, notre première année il n'y a pas longtemps. On attaque la deuxième, mais le gros de notre fête d'anniversaire, ça va être la reprise. Là, on a plein de surprises, plein de jolies surprises pour tout le monde. Il y aura du français, il y aura de l'européen, de l'Euroleague, il y aura du old school, il y aura du new school. On aura un peu de tout le monde, donc c'est cool. C'est plutôt cool. Dame, merci de m'avoir accompagné. On pensait faire un débrief rapide. Finalement, je pense qu'on en a donné pour leur argent aux gens C'est qui vont clair. nous supporter pendant un peu plus d'une heure, peut-être une heure et demie, je sais pas encore, on verra. Mais c'était un plaisir de discuter de cette fin d'Eurobasket. Donc merci encore à toi, merci à vous de nous écouter, de nous suivre et de nous permettre de, voilà, à notre petit niveau, de grandir, mais de kiffer. Petite pensée pour notre rookie. Voilà, on l'a officialisé sur les réseaux sociaux. On passe le coucou à Lucas, du coup, qui nous a rejoint, le monsieur King des threads, je sais même pas, voilà, sur comment faut le dire, comment faut le prononcer dans cette génération. Ah, Euh, juste une nouvelle plume pour la team, on va dire. Exactement, une belle petite plume, beaucoup de QI basket. Donc bienvenue à Lucas. Comme quoi, voilà, notre équipe en un an grandit et ça fait bien plaisir. Donc continuez surtout à nous faire vos retours, à nous suivre, à partager tous nos projets. Vraiment, c'est un kiff de vivre ça depuis un an avec toute la team. Ça clôt notre été, tout ça. On termine cette année 1, je pense, par cet épisode car les prochains qui vont arriver, ça sera la saison 2. Merci beaucoup, Damien. On se retrouve très vite. Ouais, oubliez pas l'équipe de France contre le Canada demain matin à 10h. Allez, Ciao. ciao ciao tout le monde.